Bonjour ou bonsoir, chers auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro. Ça dépend de l'endroit où vous vous situez. Bienvenue à l'émission Mosaïque qui va axer sur le lac Tanganyika qui inonde de plus en plus ses environs et ce qui devrait être fait pour sauver ce qui reste à sauver. Depuis le début de l'année 2020, la montée des eaux de ce lac a été observée, inondant certaines plages aménagées ainsi que certaines maisons d'habitation. Depuis février de l'année en cours, la montée des eaux du lac a pris une ampleur inquiétante. Parmi les infrastructures inondées figurent le port de Bujumbura, les plages qui étaient aménagées n'existaient plus, ainsi que des maisons sur Plomba, ce deuxième lac le plus profond du monde, et pour ne citer que cela. Pourquoi aujourd'hui la montée des eaux du lac Tanganyika? Quels sont les espaces qui sont menacés aujourd'hui? Quels sont les dégâts déjà occasionnés par cette montée des eaux? Qu'est-ce qui est déjà fait pour limiter les dégâts tant humains que matériels? Et quelle est la solution durable à une telle situation? Pour tenter de comprendre ce phénomène, nous avons trois invités au plateau, à savoir commissaire de police Anissé Nibaruta, président de la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes. Bonjour et bienvenue à l'émission Mosaïque. Bonjour, merci. Nous avons comme invité également Omer Nyongoro. Vous êtes chargé des projets à Lobura. Bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour, merci de l'invitation. Nous sommes également avec le professeur d'université Jean-Marie Sabushimike. Vous êtes spécialiste, géographe, environnementaliste. Bonjour et bienvenue à l'émission Mosaïque. Séraphine Akizimana et Innocent Bibonimana sur la mise en onde. Grâce à Justicia Tukeze et Lies Inina Hazgue prennent les images. Alain Désiré Boukeneza est à la réalisation, à l'animation de ce débat. Vous êtes avec Évariste Nziko Banana. Rebonjour et bienvenue. Entrons dans le vif du sujet avec cette première question. Commissaire de police, Anissé Nibaruta, quels sont les endroits aujourd'hui qui sont menacés par les eaux du lac Tanganyika? Les endroits qui sont menacés par les eaux du lac Tanganyika, c'est tout le littoral, d'Okajaga à Rumonge, même jusqu'à Nyanzalak. Il y a des ménages, des maisons, des infrastructures, des lieux de loisirs. Tous ces emplacements sont aujourd'hui menacés par la montée des eaux du lac Tanganyika. La même question à Omer Nyongoro. Vous êtes de l'Obura. Vous avez quel rapport sur ce qui se passe tout près du lac Tanganyika? Y a-t-il des infrastructures qui sont menacées? Bon, ça c'est une question miroir, ça veut dire une question à laquelle la réponse est visible. Je suis dans la même logique que mon collègue. Il vient de signaler que le littoral du lac Tanganyika est menacé de Kajaga, Rumonge ou pouvoir même à Nyanzarak. Et je voudrais ajouter que ce n'est pas Kajaga seulement, c'est Dogatumba, côté qu'on appelle Mitahwa. Là aussi, l'eau a déjà envahi, comme les autres. Bon, comme mon frère vient de le dire, il y a eu beaucoup de dégâts. Je dirais jusqu'à présent, à ce que je sais, matériel. Je ne sais pas si à ce jour-là encore enregistré des dégâts humains, des morts, mais ce qui est visible doit monter, causer des dégâts au niveau des infrastructures, que ce soit de l'État, des privés. C'est un fait qui est là. C'est un fait qui est là. Oui. Y a des dégâts tant matériels qu'humains. Je retourne la question au commissaire de police, Anissé Nibaruta. Est-ce que les gens qui vivaient dans des espaces les plus proches du lac sont dans quelle situation aujourd'hui? Les gens qui vivaient tout près du lac Tanganyika sont dans une situation déplorable aujourd'hui. Parce que le lac Tanganyika a causé le déplacement de plusieurs ménages.
La semaine passée, la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes a eu une correspondance du gouverneur de la province de Rumongue qui faisait état de 234 ménages qui étaient en déplacement et pour lesquels il demandait une assistance. Avant-hier, on est allé à Rumongue pour nous rendre compte de la situation et nous avons constaté réellement qu'il y a eu des ménages en déplacement. Aujourd'hui, à Rumongue, nous comptons 482 ménages qui ont été déplacés. Et il y a dans d'autres localités, nous avons d'autres ménages déplacés. Dans la commune d'Obugarama, nous avons, avant-hier, on comptait 751 ménages déplacés. Dans la commune de Muhuta, on avait 241 ménages. Et ça, c'est la situation causée par la montée des eaux du lac Tanganyika. À côté de ça, nous avons aussi des ménages à Gatumba qui ont été déplacés à cause du débordement des eaux de la rivière Rusizi, associé aussi à la montée des eaux du lac Tanganyika. Donc la situation est aujourd'hui préoccupante. Situation préoccupante. Plus d'un s'interroge, se demande d'où est venu ces eaux du lac Tanganyika aujourd'hui qui inondent ces environs. Professeur Jean-Marie Saouchimi, qui est l'homme assiste à une montée très accélérée des eaux du lac Tanganyika. Ce phénomène date d'où, quand, comment vous l'expliquez? Il est dû à quoi? Bien, la montée des eaux du lac Tanganyika ne devrait pas nous surprendre du simple fait que le Burundi n'est pas épargné par le changement climatique en marche aujourd'hui. Et je pense que le facteur déclencheur, c'est effectivement des fortes pluies observées dans la sous-région. Et ce qui m'intéresse au premier plan, c'est d'informer la population burundaise que nous sommes dans un contexte régional. Et les gens risquent de se tromper en disant que ce sont des pluies qui se sont abattues, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le territoire burundais. Et c'est plutôt la sous-région qui est concernée. Et nous ne savons pas combien les dégâts de l'autre côté du littoral Tanganyika au Congo, combien les dégâts sont aussi énormes. Il est vrai, chez nous, nous observons des impacts économiques terribles, des impacts sociaux avec le déplacement massif des populations. Dogatumba, Avenue du Large, Kibenga, etc., jusqu'à Nyanzarak, et Rumongue en particulier aussi, et avec des impacts environnementaux, des destructions, de la pollution, etc., avec des impacts sanitaires surtout, en termes de santé. Mais si je reviens à la problématique globale, associée au changement climatique, ça c'est une chose. La montée des eaux du lac Tanganyika, on regardait avec mon général Aniseti, moi j'avais fait des relevés il y a une semaine, le lac se trouvait déjà à 776,4. Il vient d'avoir l'information effectivement que le lac est monté jusqu'à 766,44. Donc nous avons les mêmes données. Et comme je le disais, le premier facteur déclencheur, c'est le changement climatique. Mais tous ces impacts qu'on évoque, économiques, sociaux, environnementaux, ça revient au facteur aggravant, c'est-à-dire l'aménagement du territoire. Et là, l'homme devient le responsable de lui-même des dégâts causés par la montée de ces eaux du lac Tanganyika. J'ai été avec mes étudiants à Kibenga, Gatumba et ailleurs. On échangeait surtout au niveau de la toponymie. Pourquoi on a érigé des quartiers de haut standing dans des zones appelées Kibenga. Kibenga, c'est
Ça signifie ce que ça signifie. Un quartier de très haut standing dans Kajaga. Kajaga, ça signifie quoi? C'est une zone inondée. Ça a été inondé à plusieurs reprises. Donc, je me dis que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'être sensible à ce phénomène mondial, régional, aussi national et surtout local aussi, au niveau du littoral du lac Tanganyika. Donc, je pense qu'on devrait être plus attentif, comme la communauté internationale est mobilisée par ce phénomène de changement climatique. Je sais que le Burundi fait des efforts énormes. Il a déjà sa politique nationale pour la lutte contre le changement climatique. Il a organisé des communications nationales sur la lutte contre le changement climatique, la situation du changement climatique au Burundi, qui était exigée par ce qu'on appelle la Convention cadre des Nations Unies pour lutter contre le changement climatique. Donc, ne soyons pas surpris par ce phénomène. Si nous l'observons à l'état aujourd'hui, la situation peut être pire dans l'avenir. Donc, il faut se préparer à gérer ça. Gérer ça, je suis avec mon ami Omer, on échange là-dessus. Le général Anissetti, il est déjà très rodé à la matière de prévention des risques et gestion des catastrophes. On devrait revenir sur cette probabilité dans l'avenir de se trouver dans des situations encore plus graves qu'aujourd'hui. Oui, et certains des anciens aiment dire que Tanganyika est en train de récupérer ses terres des années 64, 65, 66. Et là, on dit que le lac Tanganyika a inondé la place qu'il inonde aujourd'hui. Et certains amis de la nature n'ont cessé de dénoncer aujourd'hui le fait que le Tanganyika serait en colère contre les gens qui sont allés construire dans son espace. Et d'autres parlent de la violation du code de l'eau en construisant des maisons dans la zone tampon. Qu'est-ce que vous en dites du côté de la plateforme? Avant de répondre à cette question, je voudrais aussi faire un petit ajout par rapport au commentaire que vient de faire le professeur Jean-Marie à la question de savoir quelle est la cause de cette montée d'eau. Les experts nous disent que la montée des eaux du lac Tanganyika est un phénomène cyclique qui vient plus ou moins après 60 ans. Et on nous dit que la dernière date de la montée du lac Tanganyika se situe en 1964. Alors, cet indicateur est extrêmement important pour prendre une décision. On devrait normalement s'y référer. Cette montée d'eau du lac Tanganyika qui est cyclique devrait attirer l'attention des décideurs pour une bonne prise de décision. La cause, comme le professeur Jean-Marie l'a dit, c'est les fortes précipitations. Vous vous rappelez qu'en 2015-2016, nous avons connu les effets du phénomène El Niño. Il s'agit d'un phénomène météorologique extrême qui naît sur la surface des eaux de l'océan Pacifique. Et quand ce phénomène est suivi par l'augmentation de la température, il y a des formations de pluie qui ont affecté les gens de Nyaruhongoka dans la commune de Muhuta. Et nous avons géré cette situation où nous avons eu plus de 300 ménages qui ont été déplacés par les effets de ce phénomène. Aujourd'hui, ces personnes vivent dans le village rural intégré de Mayengo. Nous avons connu aussi un autre phénomène qui a le même comportement qu'on appelle la dupeur de l'océan Indien, qui naît sur la surface des eaux de l'océan Indien. Et en termes de distance, à partir de Dar es Salaam jusqu'ici au Burundi, c'est trop proche, c'est 1000 km, et les effets deviennent de plus en plus dévastateurs. Alors, vous avez vu ce qui est arrivé dans la province de Cibitoke, commune Mugina,
où une montagne a glissé à cause de cette forte précipitation et on a connu des morts. Et aujourd'hui, heureusement, le PNUD est en train de nous aider à construire 250 maisons pour les victimes de cette situation. La même année 2018-2019, nous avons connu des effets de ce phénomène qu'on appelle du port de l'océan Indien à Gatumba. Et il y a eu des déplacements aussi des personnes qu'on a mis dans les sites de Mushasha 1 et Mushasha 2. Aujourd'hui, depuis le mois de février, nous avons connu un autre phénomène qu'on appelle MGO, le Madden Julian Association. C'est un autre phénomène météorologique extrême qui cause aussi de fortes précipitations. Tous ces phénomènes, alors, ont fait que notre zone et notre région a enregistré de fortes précipitations depuis 2015 et c'est la cause principale de la montée des eaux du lac. Je dois aussi dire qu'il y a des cours d'eau, plus d'une centaine de cours d'eau et de rivières qui se jettent dans le lac Tanganyika et qui traversent des bassins versants non aménagés et qui viennent avec des crues et la boue, la terre, le sable, les morceaux d'arbres et tout ça se jette dans le lac Tanganyika et ça crée ce qu'on appelle la sédimentation. C'est aussi un facteur aggravant pour l'eau qui est déjà à monter. C'est dire qu'il y a des raisons qu'on pourrait expliquer qui font que l'eau du lac Tanganyika monte. Vous dites, il y en a qui disent aujourd'hui que le lac Tanganyika est en colère, donc le lac Tanganyika répond à ce que l'homme a fait. En partie, c'est vrai. Et en partie, c'est vrai parce qu'il y a des gens qui ont construit des maisons dans la zone interdite. Le code de l'eau est clair. Une distance de 150 mètres à partir des rives du lac, on ne devrait pas y ériger des œuvres solides. Mais à voir aujourd'hui la situation, il y a même ceux qui ont pu créer des parcelles dans le lac en amenant des tout venants, des carrières, ils ont déposé dans le lac, ils ont poussé l'eau et malheureusement l'eau n'appartient pas au Burundi. Même si le lac Tanganyika appartiendrait au Burundi seulement, c'est dire que la seule personne sur 12 millions environ de Burundais, c'est dire que lui aussi il devrait partager cet espace avec d'autres. Et ce qu'on était en train de faire d'Akibenga en créant des parcelles dans le lac Tanganyika, alors qu'on n'est pas en train de le faire dans les autres pays riverains ou les autres pays qui se partagent le lac Tanganyika, c'est dire qu'il y a un comportement qu'on a fait et que le lac, en réponse, a réagi. Omer Nyongour, vous êtes de l'Oboura. La situation telle qu'elle est aujourd'hui, elle est alarmante. Bien sûr. On parle de la violation du code de l'eau. Il y a eu des annonces, il n'y a pas eu de réaction. On attend que la situation s'empire et on commence à agir. Ok, bon. Tout ce que je vais dire, ce n'est que soutenir les idées de mes amis qui nous sommes ici au même plateau. Et je ne vais pas retourner sur les causes ont été dites. Alors, pour ce qui est de la violation de la loi, ça a été toujours dit, mais la violation se situe à plusieurs niveaux. La loi, le code de l'eau, il est de 2012, si j'ai une bonne mémoire, au mois de mars. Oui, bien sûr. Alors, la loi est venue alors qu'il y avait déjà certains quartiers déjà installés, comme M. Sabouchimi vient de le dire. Et ce qu'il ne faut pas aussi ignorer, ce sont des noms attribués à certaines localités. C'est nos Kajaga, Kibenga, il y a aussi d'autres endroits qu'on appelle Kigobe, là où on avait aménagé Nyabugete 5. Sûrement qu'il y a eu quelques négligences au niveau de la loi. Et si réellement nous sommes en train de vivre cette situation, je peux dire qu'il y a peut-être des problèmes à tous les niveaux. Alors, et je vais aussi dire que au moment où on mettait en place la loi qui part dans la loi sur l'eau, il y avait déjà des constructions qui étaient là. Et je dois vous dire que
quand on bornait, c'était distance de 250 mètres, je faisais partie. Qu'est-ce qu'on a constaté? Il y a l'implication de plusieurs facteurs et plusieurs personnes. On mettait des bornes et le lendemain, on les trouvait déjà déplacés. Ça, c'est l'action déjà de l'homme. Est-ce qu'on peut... Donc, on se posait la question, est-ce que ces gens qui déplacent ces bornes savent ce qu'ils sont en train de faire? Mais à mon niveau et au niveau de Robuha, tous ces phénomènes que nous sommes en train d'observer nous renvoient à repenser à la planification urbaine. Et une autre que je dois vous dire, pour une zone aménagée vraiment au niveau du littoral de lac Tanganyika, on n'aménageait pas vraiment des quartiers pour le logement. C'était des quartiers touristiques. Aussi, on aménageait des zones que je qualifierais d'intérêt public, les ports et autres. Quand il s'agit des zones touristiques, il y a des constructions spécifiques. Même si l'on menacerait ces constructions, c'est plus que normal que donc on menacerait les quartiers habités. Il y a, comme vous le dites, il y a des problèmes de planification au niveau du logement, parce qu'il y a des occupations anarchiques qui sont causées de plusieurs facteurs. Et ça veut dire la possession des terrains ici au Burundi. La loi autorise à celui qui possède son terrain d'en faire ce qu'il veut. Et aussi, il y a la complicité, je m'en excuse, aussi de l'administration à la base. Et là, il faut que nous comprenions de même manière que si réellement on ne comprend pas qu'on doit déménager de la zone qui est souvent visitée par le lac Tanganyika, moi je ne dis pas menacée, c'est vraiment des catastrophes qui vont se répéter. Donc au niveau de Robuha, ce n'est qu'un constat qui est une donnée, si vous voulez, de la replanification, si j'ose le dire. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant revisiter les contrats que l'État a avec les occupants du rivière. Et si possibilité il y a, il faut continuer l'application des contrats ou les résilier, à condition que la vie des gens, les biens des personnes et aussi le lac Tanganyika soient sauvegardés. Il n'y a pas d'autre solution. C'est de revisiter le contrat, l'aménagement du littoral. Donc, il n'y a pas vraiment d'autre choix. On ne peut pas dire demain on va créer ceci et cela. Non. Si c'est de faire des digues dans un endroit possible, là on peut le faire. Oui, justement, avant qu'on arrive sur ce qui devrait être fait, je vous pose une simple question. Le code est clair, mais le code a été violé au vu et au su de tout le monde. Est-ce que les 150 mètres qu'on parle, c'est à partir de l'eau ou bien c'est à partir de la zone humide qui est au bord du lac Tanganyika? Merci de la question. Il y a ce qu'on appelle le riz majeur et le lac majeur. C'est à partir du lac majeur. Donc, le lac majeur, c'est là où, normalement, si on devrait faire ce que dit la loi, c'est à partir de ce que nous sommes en train de vivre, de constater exactement le lac majeur et de mesurer les 150 mètres. Donc, dans les cas normaux, ça ce n'est pas le lac majeur, c'est le lac mineur. Donc, il y a aussi, j'aimerais quand même que ceux qui utilisent la loi, le code de l'eau plus que moi, plus que le bois, revisiteraient ce qui est le riz majeur et le lac majeur. Donc, j'ai dit que
il y a des infrastructures qui ont été érigées avant l'établissement du code de l'eau. C'est là où je dis qu'il faut maintenant revisiter les contrats que les attributaires de ces terrains ont avec l'État. Et si on va constater qu'avec les études d'impact environnemental, les gens peuvent continuer les activités, ça serait bon. Mais si réellement on va constater qu'il est impossible de continuer avec les activités dans le domaine visé, bon, on va quand même, si possibilité il y a, revisiter les contrats. Je ne dis pas les rompre, et revisiter les contrats. Ce n'est que cela. Donc on dirait, écoutez, on va retourner, mais ça va retourner et revenir. Donc ce qui est simple, c'est de se conformer à la loi et de revisiter les contrats. Oui. Merci pour cette solution à la question, au débordement des eaux du lac Tanganyika. Jean-Marie Sabushimi, qui est environnementaliste. Le code de l'eau existait avant. Le code de l'eau a existé à partir de 2012, mais le code est resté violé. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Il y a réticence, il y a négligence, il y a quoi? C'est-à-dire, ma réponse est très simple. Nous sommes en train d'observer depuis un certain temps la méconnaissance du risque dans notre société. C'est-à-dire, même si on avait, mon collègue Omer vient de le dire, même si on a dans le passé, le lac Tanganyika avait ce qu'on appelle les zones tampons. Les zones tampons, c'est-à-dire des écosystèmes qui entouraient les rivages du lac Tanganyika, une végétation caractéristique naturelle, qui devait réguler les inondations potentielles. Celle-là, elle a été détruite par l'homme. Cette zone tampon a été détruite par l'homme. Et spécialement, c'est dit, je dirais, pendant ces 15 dernières années. C'est là où on a vu la destruction des zones tampons de façon continue. Oui, et c'est ça. Il y a le roseau qui était systématiquement coupé au vu et au su de tout le monde. Et on extrayait la terre noire et on importait le sable pour construire quelque chose de plage, quoi. Et permettez-moi franchement de revenir, parce que c'est quelque chose, nous parlons des inondations du lac Tanganyika, mais permettez-moi de revenir sur une chose. On a évoqué le changement climatique. Le changement climatique, c'est d'abord l'augmentation de la température au niveau de la planète. Et cette augmentation au niveau augmentation de la température au niveau de la planète, c'est-à-dire le réchauffement climatique et planétaire, ou dérèglement d'ailleurs climatique, comme on l'appelle, est à l'origine de ces vents violents, de ces excès pluviométriques, de ces déficits pluviométriques, sécheresse, inondations, vents violents, etc., etc. Ce n'est pas pour contredire mon général. Il a dit que les spécialistes disent qu'il y a un temps pour qu'un événement revienne, c'est-à-dire en termes d'occurrence. Aujourd'hui, c'est le défi des changements climatiques. On ne sait plus exactement quand le changement climatique peut frapper. Et raison pour laquelle on doit, encore une fois, rester sur la surveillance du changement climatique. Et j'ajoute une chose, pour penser à une solution. Et mon général Nicetiro sait très bien que le gouvernement a un projet très louable, c'est-à-dire la cartographie, cette fois des risques. Et c'est la seule cartographie correcte, je dis bien, à des échelles appropriées qui permettront effectivement la planification urbaine ou la planification de l'aménagement du territoire en général. Les risques, ce ne sont pas ici à Bujumbura. Nous avons des routes,
des marais, etc., etc. Donc, pour dire que quand il dit au maire, il faut revisiter les contrats d'aménagement du territoire. Non, les contrats des occupants. Les contrats des occupants, oui. Il a parfaitement raison. Il faut oser dire, voilà cette zone, une fois que cette cartographie sera officielle, il faudra oser dire que cette zone est inconstructible, n'est pas aménageable pour le long terme. Et pour vous appuyer même, nous avons donc un travail trop sérieux qu'on va entamer de faire la cartographie des zones à risque au niveau même de la ville de Bujumbura. Donc il y a ceux qui vont quitter la ville. Non, je ne dis pas ça. Il faut d'abord en savoir ces zones à risque. Justement, il faut les mettre à jour et savoir qu'avec le changement climatique, il y a des gens qui doivent quitter un endroit pour un autre. Absolument. Oui. Absolument. Ce n'est pas ici seulement au Burundi. Je disais qu'il faut être informé de ce qui se passe ailleurs. Et agir à temps. En Ouganda, au Kenya, ils ont déjà pris des mesures de déménagement. Ils ont imposé le déménagement. Par exemple, le long des plages du lac Victoria. Ça s'est imposé. Une grande majorité des plages ont été carrément supprimées parce qu'ils ne respectaient pas les 300 mètres. Nous parlons de 150 mètres, mais chez eux, c'est 300 mètres. Et ils ont vu que les 300 mètres, même les 300 mètres ont été débordés. Il faudra voir, même ici, si le code de l'environnement parle de 150 mètres, on pourra aller au-delà. Il faudra revoir, avec l'évaluation cette fois-ci, approfondie, si on ne devrait pas aller encore plus loin pour l'aménagement durable de la ville de Bujumbura. Oui, justement, tout à l'heure, commissaire de police Anissé Nibaruta nous parlait du déplacement de la population victime de ces inondations. Mais quand on sera à Gatumba, on voit qu'il y a la population qui mène une vie aquatique, qui reste dans des maisons inondées et qui se déplace avec des petites pirogues. Vous trouvez ça normal? Cette situation est anormale. Les gens, ils veulent se sédentaliser dans un endroit pour une quelconque activité, que ce soit de pêche ou de commerce, mais pour des raisons de sécurité, nous devons délocaliser les gens vers des emplacements sécurisés. À Gatumba, quand ils ont été déplacés par le débordement des eaux de la rivière Rusizi associé à la montée des eaux du lac Tanganyika, nous avons déplacé ces personnes vers les sites temporaires. Maintenant, nous avons 4 sites et aujourd'hui, on est en train d'attribuer des frais de location aux ménages locataires. C'est un exercice qu'on fait avec OIM et les locataires auront chaque ménage 150 000 francs burundais pour une location de 3 mois. Après cette période, les gens ils verront comment tirer leur plan pour continuer à vivre. Et il va nous rester une équipe de 550 ménages, si je dois l'appeler équipe. On aura 585 ménages issus des quartiers de Mushasha 1, Mushasha 2 et Gaharawe, et pour lesquels on est en train de chercher des parcelles à Buhomba. Nous avons déjà acquis 150 parcelles pour ces ménages attribués par la Direction générale de l'aménagement du territoire, et avec le fonds SELF, on va commencer à construire pour ces personnes. On va commencer avec un lot de 135 ménages. Je le disais tantôt, on est en train de travailler avec la Direction générale de la boutique et la Direction générale de la réintégration sociale pour convaincre la Banque mondiale pour que cette institution financière internationale puisse contribuer pour la construction de ces maisons. Et OIM est en train aussi de nous aider à connecter le Buhomba avec de l'eau potable. Donc, les gens qui veulent rester sur place où il n'y a pas de sécurité, où il y a la montée des eaux,
tout ce monde-là doit quitter. C'est d'ailleurs un appel que la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes lance aux ménages. Ça, je devrais le dire dans le chapitre des solutions. Ça, on lance un appel à tous ces ménages de quitter les lieux dès que l'eau atteigne leur maison. Et pour les gens qui sont dans la zone, même si l'eau n'est pas encore arrivée à leur maison, ils doivent se préparer moralement et préparer les moyens pour qu'ils puissent s'installer ailleurs. Merci beaucoup, commissaire de police Anisseni Baruta. À ceux qui viennent de nous capter en cours de route, je rappelle que vous suivez l'émission Mosaïque. Nous échangeons sur la montée des eaux du lac Tanganyika avec 3 invités, commissaire de police Anisseni Baruta, Omer Nyonguru Dolobuha et Jean-Marie Sabushimi, qui est professeur d'université, géographe, spécialiste environnementaliste. Monsieur Omer, Oui. quels sont déjà les dégâts occasionnés? Mais avant que j'arrive à cette question, il y a les acquéreurs de bonne foi, il y a les acquéreurs de mauvaise foi. Comment est-ce que vous allez pouvoir disséquer les gens qui vont partir? Est-ce qu'il n'y aura pas exigence d'indemnisation? Merci. D'abord, il y a une question à laquelle je ne saurais pas dire donc ce qui est vraiment exact quand vous dites quels sont les dégâts aujourd'hui. Oui. Même à cette heure où nous sommes ici, on ne sait pas les dégâts qui se sont ajoutés à ce qu'on avait il y a 2 heures. Pourquoi? Parce que si vous essayez de faire une conversation avec les riverains, les habitants du territoire de lac Tanganyika ou donc de la rivière de Rusizi, ils disent que c'est un phénomène très vraiment compliqué. Le vent commence à 14 heures. C'est ce vent violent qui font déplacer les eaux au niveau des ménages de Gatumba et dans d'autres endroits. Et cette situation se termine à 20 heures. Donc, vous dire les dégâts déjà occasionnés par ce phénomène, donc le nombre, quoi, ça serait vraiment un mensonge. Même ces chiffres que mon frère, le général Anissé, qui nous a dit, c'est vraiment, je dirais, estimatif. Alors, donc, ce qui est là, les dégâts énormes sont là, et il faut gérer la situation. Et au niveau, par exemple, au niveau de l'assainissement, les dégâts qui sont là. Il y a maintenant des alluvions qui sont déposées par les rivières traversant la ville de Bujumbura, qui se rencontrent avec la montée des eaux qui amène du sable, et l'eau ne courait plus. Il y a le retour des alluvions. Vous comprenez qu'il y a le retour des eaux dans des ménages, causant des dégâts au niveau de l'hygiène. Donc vous comprenez que les fosses septiques sont attaquées, donc il y a des maladies qui peuvent s'en suivre. Ça, c'est un cas qui est là. Donc chiffrer les dégâts, vraiment pour le moment, je ne saurais pas dire l'exactitude, mais c'est un phénomène qui est là. Et je vous ai dit dès le départ qu'au niveau de Roboha, nous suivons le mouvement en même temps que les autres et nous faisons des échanges avec les riverains, les administratifs, pour pouvoir gérer les habitants, les habitants des localités proches des rivières Rusizi et de lac Tanganyika. Après avoir géré la situation des habitants, on va maintenant donc chercher à connaître les dégâts matériels chiffrés. Sinon, en réalité, quand j'oserais vous dire le nombre exact des dégâts, ça serait vraiment mensonge. Il n'y a pas quelques infrastructures de l'État qui sont touchées aujourd'hui. Mais ça, c'est un fait qui est rare. Les routes sont menacées. Vous avez l'avenue de la plage qui est suspendue temporairement. Oui, c'est tous les ports. Il y a celui de Lumongue, celui de Nyanzalangue. Ah oui, mais jusqu'à présent, vraiment, on n'a pas de situation exacte. Donc, il faut se réserver de dire on a perdu quoi, ceci et cela. Mais les dégâts sont là.
Oui, tout à l'heure, commissaire de police Anissé Nyonguru, Nibaruta plutôt, nous parlait du déplacement. C'est bon. Nous parlait du déplacement de. Nous parler du déplacement de la population vers des endroits sûrs. Est-ce que cela suffit? Quelles sont les mesures d'accompagnement? Cela suffit, ça c'est une grande question qu'on doit se poser aussi. Mais dans le premier temps, il faut que les gens quittent les zones inondées. Ça c'est un préalable. Même s'il y aurait des réticences, de force, le gouvernement doit soutirer de l'eau les personnes. Parce que les gens ils disent, où est-ce qu'on va aller? Dans un premier temps, on doit quitter les zones inondées. Avec l'administration, on verra s'il y a lieu d'ouvrir des sites ailleurs ou s'il y a lieu de chercher des parcelles ailleurs. Mais vous comprenez, l'aspect de parcelles pour les ménages burundais, c'est extrêmement sensible. Tout le monde court vers les parcelles et tout le monde veut vivre Bujumbura. Donc, ça c'est une dernière solution. C'est une solution de dernier recours. Mais cela devient qu'on doit déplacer tout ce monde-là vers d'autres localités avec une attribution d'autres parcelles, ça c'est une question à étudier ensemble avec d'autres services de l'État qui sont chargés de cet aspect. Sinon, je ne sais pas si on a déjà commencé à parler des solutions. Je ne sais pas, parce que quand vous me dites est-ce que cela suffit, je ne sais pas si on a déjà ouvert le chapitre des solutions qu'on pourrait proposer. Oui, c'est au chapitre des solutions, puisqu'on voit que c'est une question difficile à gérer. Tout à l'heure, le professeur a dit qu'il faudrait même revoir les 150 mètres qui sont proposés par le Code de l'eau. Professeur, il y a ceux qui ont déjà demandé, notamment les experts, comme solution la construction d'une digue pour protéger le port du lac, le port de Bujumbura. Vous êtes de même avis? Je suis du même avis parce que même si ça coûte cher, mais techniquement c'est une des solutions envisageables. Envisageable parce que, comme Omer le disait, aujourd'hui, il y a un phénomène que je voudrais préciser d'ailleurs son nom, le phénomène de marée haute. C'est ces vents violents qui créent des vagues, de fortes vagues sur le lac Tanganyika et qu'à une certaine période, on parle de marée diurne, et puis on voit ce déferlement pendant une période bien déterminée, et après ça se retire, et là on va parler de marée basse. Et ces phénomènes sont liés à deux choses majeures, ou bien c'est la force centrifuge créé par le rapprochement de la Lune au niveau de la surface des eaux du lac Tanganyika sur l'ensemble, ou bien ce sont des conditions météorologiques extrêmes qui, avec des vents violents, effectivement, sous forme de cyclones, et on peut s'attendre à des situations pareilles. On ne le voit pas très souvent, mais c'est ça le changement climatique. Et je reviens à votre question. Est-ce que ça suffit d'installer des gens dans des zones, au moins les déplacer aujourd'hui? Ça relève, la réponse relève d'une planification dans le long terme, tout en pensant à un développement résilient à ces phénomènes qui commencent à être récurrents. Et là, quand on parle de planification, ça c'est le mot central. C'est la planification urbaine. C'est la planification au niveau de l'exploitation des ressources naturelles, etc. Si aujourd'hui on voit l'étalement urbain d'Abujumbura vers les montagnes, la première conséquence, c'est l'amplification de l'érosion fluviale avec des
destruction des infrastructures routières, des maisons, des écoles, etc. Les gens poussent vers les montagnes, hein, mais est-ce qu'on évalue les impacts causés par cette pression démographique urbaine vers les montagnes et les impacts en aval? Hein? Donc, selon vous, Bujumbura, c'est une zone à risque? Bien sûr, quand cette planification n'est pas là, quand ce contrôle de l'étalement urbain n'est pas contrôlé, nous pouvons nous attendre à des conséquences. Surtout quand la pression démographique sur les montagnes des miroirs ne s'arrête pas. Et qui dit pression démographique dit dégradation environnementale. Les sols sont exposés, les fortes pluies qui s'abattent dans les montagnes. Les conséquences, ce sont les inondations en ville, même si Bujumbura n'a pas connu une seule goutte de pluie. Et tout ça, c'est ça la planification. Installer les gens, c'est une très bonne chose, c'est une solution urgente. Mais il faut penser globalement pour la problématique. Et je reviens toujours en pensant à la menace environnementale la plus redoutable aujourd'hui, ce phénomène terrible de changement climatique. Et ça, c'est vraiment incontournable. Et c'est là, si nous avons des inondations du lac Tanganyika, si nous pouvons gérer ça aujourd'hui, comme Omer disait, il faut tirer des leçons. Il faut tirer des leçons. Parce que si aujourd'hui on a ça, je pense que mon général Aniceti ayant en charge la plateforme nationale pour la prévention des risques et la gestion des catastrophes, et avec la cartographie qu'on attend, c'est tout le débat. Alors là, on va franchement avoir de la matière. Cette fois-ci, je pense qu'il aura beaucoup plus à dire plus que moi, puisque c'est le gestionnaire de ces risques et de ces catastrophes. Je me dis, franchement, le problème est très complexe et mérite des analyses multidisciplinaires. Ce n'est pas un individu comme Jean-Marie, environnementaliste. Il y a des économistes, il y a des sociologues, il y a des géologues, des hydrologues, des climatologues. Chacun devrait avoir son apport, je dirais un apport. Et les services techniques comme Obuha, il mettrait en exécution ce que des techniciens, des spécialistes ont fourni comme orientation et matière. Je pense qu'il n'y a pas lieu de penser et qu'est-ce qu'on va faire demain. Il faut prendre le problème avec tout le courage qu'il faut. Sinon, les dégâts sont là. Quelles sont les leçons à tirer en termes d'aménagement durable de la ville de Bujumbura, sinon pour tout le littoral du lac Tanganyika, du nord au sud? Oui. Il y a des leçons. Merci, professeur Jean-Marie Savouchimike. Omer Nyonguru, vous êtes de l'Obuha. Les environnementalistes proposent une digue pour protéger le port de Bujumbura menacé, même celui de Rumongue, celui de Nyanzalak. Est-ce que cela est possible, surtout les rives du lac Tanganyika, notamment au port de Bujumbura, Rumongue, Nyanzalak? Ici, je dois souligner qu'il y a des pays qui ont réussi à bloquer les eaux des mers et des lacs. Ici, on peut citer la Chine, on peut citer la Hollande, les Pays-Bas. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des projets à court terme en attendant les projets à long terme?
Oui, merci de la question. Et tout a été dit. Le projet à court terme, c'est de faire vider les lieux. Donc ça, comme mon commissaire l'a dit, il faut que la population vide d'abord le lieu. Et la gestion de cet espace, ça sera donc un travail qui va être fait après. Vous venez de me poser la question sur la protection des ports par cet endiguement. Donc, c'est pas seulement les ports. Non seulement les habitats qui sont menacés, les habitats du littoral, par exemple à Gatumba. D'abord, quand on dit déplacer la population de Gatumba, on va déplacer quelle entité? On risquerait de déplacer toute la ville de Gatumba. Et là aussi, il y a aussi une solution de faire une digue du côté sud de Gatumba, côté qu'on appelle Rugarika, Mitahwa et autres. Parce que cette digue existait, mais a été menacée par, comme Jamel vient de le dire, la population d'Europe. Imaginez-vous une chose qui me protège, que je détruis. Ça, c'est vraiment, mais c'est comme ça. Et quelqu'un m'a dit, ce qui serait mieux, c'est de ne pas avoir de l'intelligence. Parce que quand on est intelligent, on utilise cette intelligence de faire du bien, du mal. Imaginez, on a fait une digue, mais la population a petit à petit creusé pour... quand je visitais l'endroit, on me disait on a creusé des fosses pour attraper les hippopotames. Moi, j'ai aussi posé la question, pourquoi en faire avec ces hippopotames? Pour les manger. Donc, on ne pense que manger les hippopotames et détruire une digue qui me protège. Mais c'est ça, c'est comme ça la vie. Ce n'est pas protéger seulement les porcs, mais il faut aussi faire cet endiguement pour pouvoir protéger ce qu'il faut protéger, sauver au moins la paix. Donc, à court terme et à long terme, les digues protègent. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi les interventions de Sab Chibike. Il a dit une chose très intéressante et très importante. Et c'est de conjuguer les efforts, de mettre ensemble les idées et après faire une exécution. Sinon, l'institution, une seule institution, que ce soit Roboa, que ce soit une autre institution, ne peut pas vraiment faire, ne peut pas solutionner ce problème. Et j'ai même pensé à ce que si mon commissaire accepterait, il faut une loi sur la gestion des catastrophes. Parce que il y a la loi sur l'eau, la loi sur l'urbanisation, la loi sur le foncier, toutes ces lois sont là, mais il faut qu'il y ait maintenant une loi de supervision de toutes ces lois. Et si on fait une analyse, on penserait que le code des fonciers, c'est vraiment une loi qui devrait, je dirais, ordonner les choses, ou si vous voulez piloter les autres lois. Mais en réalité, c'est vraiment dépassé. Mais il faut qu'il y ait une loi autour de laquelle toutes les autres lois en matière de la gestion foncière, de l'eau, de l'environnement devraient graviter autour. Et cette loi, ça serait vraiment une loi sur la gestion des catastrophes. Et là, peut-être, on penserait qu'il y aurait vraiment un pas en avant. Donc, ça revient à ce que M. Jean-Marie a dit, de faire les idées ensemble et de proposer une chose qui peut quand même solutionner d'une façon durable. Et la première chose qu'il faut, c'est la loi. Mais la loi ne suffit pas. Il faut la vulgariser, et c'est-à-dire cet accompagnement. Parce que même si on comprendrait le code des fonciers, seulement, il n'y aurait plus vraiment ce problème. Et c'est ce qui est paradoxal. La loi foncière a été expliquée, le code de l'eau a été expliqué, mais rien n'est compris. Et vous voulez qu'on fasse quoi? C'est maintenant de toujours conjuguer cet effort, sinon on aurait toujours ce problème
de la gestion des choses catastrophiques comme celle que nous sommes en train de vivre. Et je dis que régulièrement, si les problèmes nous arrivent, il faut comprendre qu'une part de la cause, c'est nous-mêmes. Mais comme nous sommes créés ainsi, et nous sommes appelés à nous gérer ainsi. Merci. Merci beaucoup, maire. Le micro, je le retourne au commissaire de police, Aniseni Baruta. Vous venez d'entendre les propositions de maire. Est-ce que le Burundi en lui seul est capable de construire ces digues dont le maire est en train de parler? Est-ce que le Burundi n'aurait pas droit au pays ami pour quand même réagir à l'endroit de ce phénomène? J'ai suivi avec intérêt les propositions très bonnes de mes collègues, le professeur Jean-Marie et mon frère Omer Nyonguru. Ces personnes, on est ensemble dans la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes. Avec le professeur Jean-Marie, c'est depuis 2007 de la création de cette structure chargée de la gestion des risques et des catastrophes au Burundi. D'abord, avant de répondre à votre question, je dois dire qu'il nous faut planifier une activité, une conférence, organiser une conférence débat où des experts seraient invités pour échanger sur cette thématique assez sensible de la montée des eaux du lac. Ensemble avec l'un ou l'autre partenaire, on peut organiser cette conférence débat. Je sais qu'il y a eu un atelier qui a été organisé par l'autorité maritime le 30 mars. Des gens se sont exprimés là-dessus, mais il y a lieu encore d'ouvrir des débats pour qu'il y ait d'autres propositions qui pourraient contribuer pour la gestion de cette situation qui est assez sensible. Mon collègue Omer, il a parlé de la loi de la gestion des risques et des catastrophes. Je dois dire que nous avons raté une bonne occasion quand on faisait la révision de la Constitution du Burundi. Je sais que l'ancien article 159 de la Constitution, de l'ancienne Constitution du Burundi, traite des aspects qui relèvent de la loi. Cet article est devenu l'article 164 de la nouvelle Constitution qui détermine aussi ce qui relève de la loi. Malheureusement, cet article ne traitait pas de l'aspect de gestion des risques et des catastrophes. C'est une nouvelle thématique. Les gens, comme le professeur Jean-Marie l'a dit, nous n'avons pas encore acquis la culture du risque. C'est pour cela qu'on doit demander aux honorables députés de se pencher sur cette question pour que la thématique de la réduction des risques et des catastrophes soit prise en compte par la loi et que ça soit un domaine qui relève de la loi. Ça serait une bonne chose. Je dois aussi dire que la solution à ce problème relève en grande partie de l'urbanisation. Une urbanisation mal faite doit avoir de telles conséquences. C'est évident qu'on doit s'atteler beaucoup plus à l'urbanisation. Et ceci me conduit à répondre à votre question. Est-ce que le Burundi, à lui seul, est capable d'aménager ces digues dont on parle? Je souscris entièrement à cette bonne proposition de l'aménagement des digues pour freiner l'eau du lac Tanganyika et sur le littoral. Si on prend l'exemple de quelques pays, une bonne partie de la Hollande se trouve à moins 7 mètres du niveau de la mer. Et cette situation a occasionné pour plusieurs fois des décès, des pertes matérielles. Mais la Hollande a pu maîtriser cette situation. Est-ce que le Burundi, qui travaille avec des organisations internationales, la Banque mondiale au premier plan, vous vous rappelez qu'on a montré l'image de la ville de Bujumbura 2045. L'image de Bujumbura 2045 sera totalement différente de l'image que nous avons aujourd'hui. Il y a donc lieu d'impliquer la Banque mondiale pour que l'aménagement de la ville de Bujumbura tienne compte aussi de l'aménagement du lac pour que ce phénomène ne cause plus de problèmes. Donc, le gouvernement lui seul peut ne pas pouvoir faire cet exercice, mais le gouvernement est appuyé avec d'autres pays amis, avec d'autres institutions financières internationales, des partenaires techniques et financiers qui pourraient contribuer. Il suffit que ces personnes soient orientées sur ce que
ce qui devrait être fait. Merci pour cette proposition. Professeur Jean-Marie Sabouchimike, vous l'avez dit tout à l'heure, mais la répétition est la mère de la science. Quelle est la solution durable pour que les Burundais ne subissent plus des conséquences fâcheuses dues à la montée des eaux du lac Tanganyika? Bien, pour que le Burundi ne subisse pas des conséquences de la montée des eaux du lac Tanganyika, ce serait très difficile de dire voilà la solution comme telle. Mais je disais tout à l'heure qu'il faut tirer des leçons. Oui. Tirer des leçons, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des solutions dans le court terme, c'est-à-dire sauver les gens exposés au niveau de ces risques d'inondation. Il y a des quartiers, une partie des quartiers où, comme Kibenga, Avenue du Large, Gatumba, il faut franchement prendre le courage en main pour dire voilà cette zone, il faut l'abandonner et il s'installe ailleurs. Ça, c'est la solution dans le court terme. Dans le moyen terme, il faut réfléchir, commencer à réfléchir sur le développement urbain durable de Bujumbura. C'est-à-dire, si nous reconnaissons, comme le général Anicet vient de le dire, que l'urbanisation est une des causes des catastrophes que nous observons aujourd'hui en termes d'inondation, de glissement de terrain, vents violents, etc. Il faut reconnaître que dans le moyen terme, réfléchir sur l'aménagement de certains quartiers, c'est-à-dire le système des eaux, de drainage des eaux pluviales, par exemple, éviter les phénomènes de diffluence comme Omer le disait, c'est-à-dire interdire carrément des zones de construire dans les zones tampons au niveau du lac Tanganyika. Évidemment, dans le long terme, il faut travailler avec les projections climatiques, j'insiste encore une fois. Ce n'est pas le Burundi seulement, ça concerne tout le monde. Les projections climatiques nous renseignent de comment on devrait planifier pour le développement durable, c'est-à-dire dans le long terme. Et il faut oser, accélérer la mise en place de ces lois. Parce que la gestion des catastrophes aujourd'hui dans le monde, c'est une loi, comme Omer le disait, qui supervise les autres textes réglementaires. Tout à fait. C'est-à-dire, la loi vous interdit ceci. La loi vous interdit ceci. Et ça, c'est dans le moyen terme d'ailleurs, puisque ça vient de nous échapper, comme disait mon général ici. Cette loi, elle est pour la protection des personnes et des biens et de l'environnement de façon globale. Et je dirais que la chose la plus importante, c'est aussi la sensibilisation des citoyens, acteurs et victimes à la fois de ces catastrophes. Parce que ces citoyens, comme mon général le disait, la culture du risque ne nous dit absolument rien. Aujourd'hui, il a plu, il y a des inondations, le lac se retire et on oublie. On oublie que nous sommes dans ce contexte, ça risque de déranger les gens de me répéter à plusieurs reprises, que nous sommes dans un contexte où nous pouvons être surpris désagréablement par les mêmes phénomènes naturels. Parce qu'on est habitué de dire aujourd'hui ça va, demain j'ai un problème, et ainsi de suite. Il faut quitter
il faut quitter cet immobilisme. Il faut sensibiliser tous les acteurs. Il faut les médias vous-même, comme acteurs. Il y a les pouvoirs publics, il y a le secteur privé, il y a les médias, la société civile, et surtout les personnes. Il faut que dans les quartiers, les gens, les administratifs, apprennent qu'ils sont élus pour ça. Je m'excuse. Oui, donc il faut que les gens aient cette culture de comprendre vite la loi et d'être intéressés par l'environnement. Sinon, c'est l'environnement qui va s'intéresser et de nous. C'est sur ces propositions de nos invités que prend fin cette émission Mosaïque qui était axée sur la montée des eaux du lac Tanganyika qui constitue une menace environnementale. Merci à nos invités, professeur Jean-Marie Savouchimike, spécialiste en environnement. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Et je vous remercie aussi pour m'avoir invité à ce débat intéressant et d'actualité. Nous pensons que les digues sont d'urgence au port de Bujumbura, à Rumongue et Nyanzalake. Merci à Omer Nyonguru, chargé des projets à Lobuha, d'être venu donner des contributions. Je vous remercie. Merci également au commissaire de police Anissé Nibaruta, président de la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes pour être venu. Merci aussi de l'invitation, mais permettez-moi de lancer un appel aux acteurs humanitaires et d'être très sensibles par rapport à cette question pour assister les victimes, les ménages victimes. Et je lance aussi un appel au gouvernement d'alimenter le fonds qui a été créé. Il s'agit du Fonds national pour la réduction des risques de catastrophes. Le Conseil des ministres l'a adopté l'année passée et il reste aujourd'hui à l'alimenter, que le gouvernement fasse des efforts, ça serait une bonne contribution. Et je demande aussi aux banques et aux assurances d'être flexibles s'il y a des ménages qui ont construit des maisons avec des crédits, qu'ils pourraient être flexibles pour que ces gens puissent avoir des facilités, parce qu'aujourd'hui ils sont en train de chercher le logement ailleurs. Je conseille aussi que la route qui mène vers Gatumba, on puisse interdire les camions poids lourds, parce que la route se trouve dans une zone qui pourrait être affectée. Et je félicite le maire de la ville de Bujumbura et le directeur général de l'agence routière qui ont pris la mesure de suspendre les mouvements sur l'avenue du Japon. Et je l'avais demandé et ils l'ont fait, c'est une bonne chose. Et là, à la Régie des eaux aussi, je félicite la Régie des eaux qui est en train de réhabiliter les pylônes sur le tronçon Rumongue-Nyanzalake. Et c'est une bonne chose, je l'avais aussi demandé parce que ça pourrait occasionner des problèmes. Le duo Séraphine Hakizimana et Innocent Bibonimana était à la mise en onde grâce à Justicia Tuikeze, et Elias Inina Hazwe était à la prise des images, Alain Désiré Boukénez à la réalisation. À l'animation de ce débat, vous étiez avec Évariste Diko Banyanga. Bonne suite des programmes sur Isanganiro. Portez-vous bien, à la prochaine.